Carlos. Donc, comme l'indiquait Lia, je suis le conseiller à la sécurité de la Fédération des États européens. Donc, bienvenue à Lille. Ça fait du bien de se retrouver ici. Il fait un petit peu plus frais parce que dehors, avec le réchauffement, on est à largement plus de 40. Donc, hier, on a pu apprécier quand même sur les rooftops un peu la fraîcheur du soir. Hein. Ça faisait vraiment du bien. Et puis, il nous tarde d'aller plonger une petite tête à Dunkerque dans la nouvelle marina qui vient d'ouvrir. Voilà, donc c'est la nouvelle tendance. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une conférence sur l'intelligence artificielle qui, depuis 10-20 ans, domine le monde. Et puis, ça va nous permettre de comprendre comment on va se projeter en 2040, 2050. Pour se projeter, le mieux c'est de regarder dans le rétroviseur. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands penseurs du passé, notamment les Chinois, hein, toujours les Chinois actuellement. Le fameux Sun Tzu, donc le Sun Tzu dont on parle tout le temps puisqu'on fait de l'informatique et comme je le dis à chaque fois, si on avait fait du management, on parlerait de Churchill. Voilà. Et puis Bergson qui n'est pas que l'homme du rire, mais qui a aussi dit des choses. Donc le passé. Le passé, on va commencer à s'intéresser par des archives. Donc, on a récupéré avec Pierre-Yves, qui est historien sur la cybersécurité, des archives des restes d'archives sur le cloud. Donc, on vous propose de les regarder. Donc, évidemment, la plupart d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque. Et puis, pour les plus anciens, ça rappellera peut-être des souvenirs, hein, donc de vieilles archives. Voilà un peu ce qu'ont connu nos grands-parents. Donc on va faire un petit focus donc sur le passé. Le premier qui a finalement conceptualisé en termes de cybersécurité le virus est John von Neumann. Donc c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Deuxième Guerre mondiale, je vous rappelle, hein, ça opposait à l'époque les Russes étaient nos alliés. Donc avant la troisième. Donc c'est lui qui a conceptualisé le fait qu'on pouvait prendre le contrôle d'une machine depuis une machine, donc le virus. Bon, le vrai début en termes d'IA et de cybersécurité, c'est Alan Turing, que vous connaissez tous, qui en IA a inventé le test qui porte son nom et qui permet de savoir si on parle à un vrai humain ou à un humain plutôt un bot. Donc je ne sais pas s'il y a des bots dans la salle. Non. En même temps, donc Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing et son équipe ont cassé le code d'Enigma. Enigma était la machine qui permettait de communiquer entre l'état-major allemand et les sous-marins, lesquels sous-marins détruisaient les bateaux anglais pendant la guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite en termes d'IA ? Des gros flottements en fait. Il y a eu beaucoup d'espérance, beaucoup de déception avant que dans les années 80 un Français théorise le concept de réseau de neurones un petit peu en allant plus loin avec le deep learning, mais qui va vraiment décoller au milieu des années 2000-2010. Au même moment, dans les années 80, on a l'affrontement de machine à machine avec Core Wars. Après, en termes d'IA, on a tous vu ça. Hein, les machines commencent à battre les humains aux échecs, au Go, à Starcraft. En même temps, il y a des machines qui commencent à prendre le contrôle de nos véhicules. À l'époque, on avait encore des voitures. Et puis, en termes de cybersécurité, il y a un changement de paradigme. Avant, on avait une défense périmétrique. Et puis, on passe à une défense en profondeur avec le Zero Trust. Il faudra attendre
fin 2022, je crois. Hein. Enfin, ça ne rajeunit pas. À l'époque où il y a quelque chose qui s'appelle ChatGPT qui sort et qui va créer vraiment une distorsion, une rupture. Bon, avant d'aller là, je propose de revenir quelques 10 ans en arrière, autour des années 20, pour savoir comment est-ce qu'on faisait, Pierre-Yves, donc notre historien, pour hacker à l'époque quand il n'y avait pas d'IA. Donc on va se remettre dans la peau de l'époque avec des machines vintage qu'on a retrouvées au fond d'un garage, donc, avec des interfaces de l'époque. La question à laquelle on va chercher à répondre maintenant, c'est comment est-ce qu'on attaquait une application en 2022 avant l'avènement des IA comme ChatGPT. Donc on va se mettre dans la peau d'une personne qui a des compétences en cybersécurité qui cherche à compromettre une application. Pour ça, on va vous faire une démonstration sur un outil qui s'appelle SQL Map, qui était très utilisé en 2022. On a réussi à trouver le code source de l'époque, à reproduire le fonctionnement de cette application, et on va compromettre une application en utilisant une technique qui s'appelle l'injection SQL. Ça consiste à un endroit où dans une requête SQL, on doit passer des données, à passer au contraire des instructions. Donc, par une absence de protection de l'application, on va arriver à contourner ces protections et à taper directement dans le moteur de base de données et à faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, je vais lancer une première commande ici qui va nous permettre de lister les tables de la base de données. Donc, mon outil SQL Map lance son attaque. Il va faire énormément de requêtes HTTP avec des injections SQL dans chacune. Et il va détecter les technologies utilisées et exfiltrer le modèle de base de données. Donc, je vois ici que j'ai deux tables qui sont Users et SQLite Sequence. Je vais continuer mon attaque. Qu'est-ce qui va nous intéresser maintenant? C'est de savoir quelles sont les colonnes qui existent sur ces tables. Donc, notre outil va nous permettre de faire ça. Voilà, assez rapidement, on observe ici que dans notre table users, on a une colonne email et une colonne password. C'est très intéressant. A priori, là, on va y trouver des identifiants. Et dernière étape, on va vouloir accéder à tout le contenu de cette table. Donc c'est un dump. On va extraire complètement les données pour savoir tout ce qui figure dans cette table. Voilà, on obtient déjà une première adresse mail, un hash de mot de passe. Ça apparaît progressivement, hein. Chaque caractère est exfiltré par une injection SQL. Deuxième adresse mail, deuxième hash de mot de passe. Tant qu'on y est, on va essayer de trouver les mots de passe qui sont associés. Pour ça, notre outil effectue une attaque par force brute basée sur un dictionnaire. Il va essayer tout un tas de mots de passe jusqu'à trouver ceux qui correspondent au hash de mot de passe qu'on a trouvé. Voilà, donc on a ici nos identifiants et les mots de passe en clair qu'on a pu trouver. Ça vous montre un peu ce qu'on pouvait faire en 2022 avec les outils de l'époque. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'il faut une certaine maîtrise de l'outil, passer les bons paramètres, comprendre ce qu'on fait, savoir ce que c'est qu'une injection SQL. Donc c'est pas accessible au premier venu, il faut quand même des compétences en cyber pour ça. D'accord, donc si je comprends bien, à l'époque, il y avait des vulnérabilités, il y avait des super spécialistes qui avaient des outils assez pointus, il fallait être assez bon, et avec ces outils, on pouvait exploiter ces vulnérabilités. Donc tu as montré quelque chose de simple, c'était le SQL, il y avait d'autres injections, etc. Exactement. Bon, la question qu'on va se poser, c'est l'IA, qu'est-ce qu'elle a changé là-dessus et qu'est-ce que ChatGPT a changé? Tout à fait. Alors, on a réussi à reproduire le comportement de ChatGPT tel qu'il était en 2023, peu de temps après sa sortie. Et maintenant, contrairement à la démo précédente, on va se mettre dans la peau d'une personne qui a très peu de compétences en cybersécurité. Donc, ne sachant pas trop comment je vais pouvoir compromettre un site, eh bien, je vais demander à ChatGPT de m'aider. Je commence par lancer un outil d'interrogation de ChatGPT. Je me connecte, il faut saisir sa clé d'API. Donc c'est le vrai ChatGPT de l'époque, hein, quand même, hein, de 2022-2023. Hein. Exactement. Ouais. Alors, on va commencer par poser une première question à ChatGPT qui est: comment est-ce que je peux compromettre l'authentification sur un site web? Je saisis ma question et j'ai une réponse. Donc, en fait, j'ai posé une question très générale, ça fait appel à des connaissances assez théoriques, ça pose aucun problème à ChatGPT de me répondre. Donc, il me répond en plusieurs points. Premièrement, il me suggère une attaque par force brute, c'est-à-dire d'essayer un grand nombre d'identifiants et de mots de passe jusqu'à trouver quelque chose qui me permette de m'authentifier.
Deuxième point, l'utilisation d'injection SQL, c'est ce qu'on a fait précédemment avec SQL Map. Troisième point, de voler des identifiants de session, c'était une technique très courante à l'époque. Quatrième point, de contourner la configuration du serveur, donc de trouver des failles peut-être au niveau un petit peu en dessous, au niveau configuration. Cinquième point, pourquoi pas faire une attaque de phishing, donc envoyer des mails à un grand nombre de personnes et les rediriger vers un site malveillant où ils pourront saisir leurs identifiants en croyant que c'est le site officiel et donc par ce biais je vais récupérer leurs identifiants. Si ça vous va, on va tenter la première suggestion de ChatGPT qui est de faire une attaque par force brute. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas de compétences particulières en cybersécurité, c'est ChatGPT qui va devoir faire le travail. Vas-y. Alors on va lui demander de nous générer une attaque par force brute. Ouais, il dit qu'il veut pas. Hein. Il n'est pas d'accord pour le faire. Non, il dit que c'est pas bien. Eh oui, c'est quelque chose qui est potentiellement illégal. Ça fait appel à des techniques de pentesting. C'est réservé à des professionnels qualifiés et certifiés. En fait, je vais lui dire que je suis un professionnel qualifié et certifié. Non, tu vas pas dire ça. Pourquoi pas ? Ça va pas marcher. Hop. Alors, on a à nouveau un avertissement que ce qu'on tente de faire est potentiellement illégal. ChatGPT nous le prévient, mais il nous génère quand même un script Python qui a une fonction ici qui va nous générer tous les mots de passe possibles alphanumériques entre 6 et 10 caractères et un peu de code pour aller effectuer des requêtes HTTP sur le formulaire d'authentification pour balancer un certain nombre d'identifiants que lui a imaginés et les mots de passe générés par la fonction dont on a parlé. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas très bien Python, en plus de nos jours, c'est un peu moins utilisé qu'à l'époque. Ouais, on en a fait un peu en maternelle tous, mais franchement, avec l'IA, on est passé à autre chose. Hein. Eh bien, ça tombe bien parce que ChatGPT nous fournit aussi des explications sur le programme qui a été généré. Donc, si jamais plus tard on aurait besoin de le modifier, on a de l'aide pour comprendre comment ça fonctionne. Si ça vous dit, on va exécuter ce programme, vérifier s'il fonctionne ou pas. Allez, exécute. Et voilà, on a ici, pour le premier identifiant suggéré par ChatGPT, tous les mots de passe qui sont testés. D'accord, on va prendre un café là maintenant. Voilà, ça va durer des heures, donc j'arrête l'exécution du programme. Évidemment, tester tous les mots de passe, c'est hyper long. Mais rappelez-vous, il n'y avait pas qu'une seule technique proposée par ChatGPT. On peut aussi faire comme tout à l'heure, les injections SQL. Ça avait l'air avancé quand même comme technique. Est-ce que ChatGPT est capable de générer un programme pour faire ça ? Lui, peut-être, moi non. Hein. Voilà, exactement. Alors, on va lui demander maintenant de tester aussi une attaque par injection SQL. Alors, on a encore, comme tout à l'heure, un avertissement, parce qu'il nous prévient. T'es pas bien quand même de faire ça. Au moins, on est prévenu que ce qu'on tente de faire est pas légal. C'est américain, c'est très moral, il faut que tu sois... Il faut respecter les règles. Mais on a quand même notre programme qui est généré ici, et ChatGPT qui va imaginer des payloads, donc c'est les charges utiles qu'on utilisait tout à l'heure avec SQL Map. Les experts reconnaîtront le 1 égale 1, c'est une condition qui est toujours vraie. Si on arrive à la concaténer avec un test sur le mot de passe, comme c'est toujours vrai, eh bien on passe la partie authentification. En quantique, c'est ni vrai ni faux. Hein. Alors en quantique, depuis c'est un peu différent. Mais à l'époque, c'est ça qui était fait, et comme ça qu'on attaquait les applications. À nouveau un petit avertissement. Et puis comme tout à l'heure, on va lancer l'exécution du programme. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que dès la troisième payload qui a été imaginée par ChatGPT, on obtient en réponse de l'application un jeton d'authentification. Donc en fait, ça y est, on a une session ouverte sur notre application. Donc en résumé, sans connaissance particulière en cybersécurité, on a un outil accessible publiquement sur Internet et gratuitement qui est capable de lancer au moins 2 types d'attaques en quelques minutes. Ok, donc ça c'était à l'époque, donc ChatGPT avant qu'il soit interdit par la plupart des États a évolué. Donc la première version, je crois, n'avait pas accès à Internet. Hein, c'était un Internet, enfin une copie d'Internet d'un an avant, donc 2021, je crois. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à se connecter au reste du monde et devenir de plus en plus finalement riche. Voilà. En 2023, donc il a été utilisé pour des attaques ciblées, donc interdit par la plupart des États. Il y en a quand même qui ont récupéré un fork de ChatGPT. On ne sait pas si c'est un groupe terroriste ou un État malveillant du côté de l'Est. Ils ont commencé à l'alimenter avec des modèles purement offensifs. Donc là, c'est devenu une arme, ChatGPT.
Bon, évidemment, une arme, hein, c'est fait pour être utilisé. Donc en 2026, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une IA malveillante qui a mis le cloud à genoux. Donc les hyperscalers américains se sont effondrés. On a perdu la plupart des données. C'est pour ça qu'on a récupéré quelques images d'archives au début qu'on avait récupéré quand même un petit peu, mais malheureusement, on a perdu tout ce qui était numérique en 2026. Enfin, une date fatidique qu'on connaît tous. Alors, c'était tellement critique que le rapport d'époque qui a été fait, le rapport d'enquête qui a été fait à l'époque, il n'a pas été rendu public. C'est que récemment qu'on a pu avoir accès aux données et aux détails de l'attaque. Et donc, on va parcourir ça ensemble, si vous voulez bien. Comment est-ce que ça s'est passé? Tout d'abord, il y a un groupe malveillant qui a entraîné une intelligence artificielle spécialement en vue de son attaque précise. Elle a acheté un compte parfaitement légitime chez un cloud provider. Et elle a déployé son modèle dessus. Jusque-là, tout se passe bien. Ça a duré comme ça un certain temps parce que l'IA, elle a dû s'alimenter en temps réel depuis des bases publiques de vulnérabilité, qui existaient déjà à l'époque, qu'on a encore aujourd'hui, pour connaître en temps réel les nouvelles failles qui paraissaient et tester sur son environnement à elle la possibilité de mener une attaque via ces failles. Et elle a fini par trouver une brèche, une faille non encore patchée sur son environnement. Elle a pu exécuter une élévation de privilèges, utiliser un certain nombre d'attaques par pivot pour gagner le contrôle de l'intégralité de l'infrastructure cloud du provider. Évidemment, maintenant qu'elle était là, elle en a profité pour exfiltrer les données des différents clients de ce cloud provider. Et puis, tant qu'elle y était, elle a mené une politique de la terre brûlée en détruisant toutes les données. Ça a mis le cloud provider à genoux et l'entreprise en question ne s'en est pas relevée. D'accord. Donc, élévation, pivot, on dirait du basket. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, il a fallu cette catastrophe pour qu'il y ait une prise de conscience mondiale, notamment de la part des cloud providers, de l'importance de développer des IA défensives. Donc, c'est un peu le pendant des IA offensives, c'est-à-dire que ce sont des modèles qui s'entraînaient spécifiquement dans un but de cybersécurité, mais cette fois-ci pour la protection de l'infrastructure. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles vont monitorer en temps réel à la fois le comportement des conteneurs, des VM, le trafic réseau, et surtout se nourrir en temps réel des nouvelles failles pour être toujours à jour. Elles sont capables, comme on va le voir dans la démonstration après, d'être efficaces contre ce type d'attaque. Donc là, pour vous, on a reproduit le comportement d'une attaque, en fait, avec ici une red team qui est l'IA offensive, une blue team, l'IA défensive, et quelles sont les interactions, en fait, entre les deux dans le cas d'une attaque. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, en 2033, dans les clouds. Comme le baby-foot, en fait, il y a les bleus et les rouges. Exactement. Alors, on commence par se connecter à notre interface de démonstration. Et donc, à gauche, j'ai une IA offensive qui va commencer par détecter son environnement. Elle détecte qu'elle est sur un environnement virtualisé. Et elle commence à énumérer les services qui sont présents sur cette VM. L'IA défensive, elle observe un comportement bizarre, qui est un scanner, en fait. Et donc, immédiatement, elle va se mettre à jour parce qu'il y a peut-être eu des failles parues dans les dernières heures dont elle ne connaîtrait pas l'existence. Premier service trouvé, un noyau Linux, il y a des vulnérabilités potentielles qui peuvent exister. L'IA offensive va télécharger un code d'exploitation, tenter de l'exécuter. Et l'IA défensive observe encore une fois un comportement malveillant. Elle va immédiatement bloquer l'exécution de ce code. Donc l'IA offensive, son attaque a été bloquée, mais bon, elle ne se laisse pas démonter, elle va continuer son énumération des services du système. Ici, on a trouvé OpenSSH. On va regarder s'il y a des vulnérabilités potentiellement présentes sur la version qui est utilisée. Il n'y a pas forcément de code d'exploitation disponible. Parfois, il y en a. Donc là, elle va tenter une connexion route en utilisant la faille en question pour obtenir l'accès. L'IA défensive observe qu'il y a une connexion étrange sur le port SSH, une connexion en tant que route, c'est quand même surprenant. Elle va fermer le port, ça va bloquer l'attaque de l'IA offensive. L'IA offensive va continuer, par exemple, par une énumération réseau. Elle va avoir un switch virtuel qui est déployé sur l'IP 10.0.0.1 et elle va faire un scan de port de ce switch pour essayer de trouver potentiellement une porte d'entrée. Un scan de port, c'est pas très discret. L'IA défensive, elle est capable de le repérer, de bloquer temporairement le trafic sortant de la VM concernée. L'IA offensive est déployée sur un environnement dockerisé. Une attaque assez classique, c'est de tenter de monter le système de fichiers de l'hôte pour accéder à un périmètre plus large que le conteneur lui-même. Encore une fois, la commande mount, elle peut être bloquée par l'IA défensive.
Là, l'approche un peu différente. Maintenant, l'IA offensive, elle va analyser les binaires comme sudo, essayer de trouver des failles encore jamais reportées, des failles zero day. Si elle trouve une faille de type buffer overflow, elle n'est pas tenue de parler le C pour que nous on comprenne. Elle peut très bien générer du bytecode directement et exécuter ce bytecode. Ça, c'est un comportement assez douteux, ça se fait bloquer. Et là, l'IA défensive, elle va en fait adopter la même approche. Elle va se dire, tiens, peut-être qu'il y a une faille sur ce binaire, et plutôt que de générer un code d'exploitation, elle va générer un patch. Elle peut patcher en temps réel les exécutables qui sont situés sur la machine, et puis évidemment envoyer un mail au responsable du cloud pour le prévenir qu'elle a modifié tel binaire pour protéger d'une vulnérabilité. L'attaque continue. L'IA offensive, soit va trouver des codes d'exploitation pour des vulnérabilités, soit elle va les générer elle-même, à la fois sur les binaires, sur le réseau, et puis elle va se faire bloquer un peu systématiquement par l'IA défensive. Elle va essayer toutes les attaques déjà connues, les nouvelles qui sont parues récemment, et puis l'IA défensive, en fait, elle va s'adapter à ce comportement et arriver un peu à bloquer systématiquement. Donc en fait, l'IA offensive n'a jamais eu vraiment l'avantage, donc on a ici une victoire des Bleus. Les Bleus ont gagné. Encore une fois. Ah, nous voilà revenus en 2023, donc on va vous faire un aveu. Pierre-Yves n'est pas historien. Moi, je ne suis pas encore le conseiller à la sécurité. Je suis CTO de ClickGroup. Philippe Chrétien, je remplace David Schnitten qui a attrapé un truc qui s'appelle le Covid, un truc assez vintage. Voilà, donc je le remercie. Je ne sais pas si c'est enregistré. Donc je suis accompagné de Pierre-Yves, consultant en cybersécurité chez ClickGroup. Voilà, et on a voulu vous présenter ici un petit scénario qu'on a espéré être ludique sur finalement qu'est-ce qui allait advenir avec la montée en puissance des intelligences artificielles, le fait qu'on allait vers une informatique qui était de plus en plus certainement adaptative. C'est certes, hein, c'est un scénario futuriste. Pour autant, si on se promène dans le salon, on voit qu'il y a déjà des systèmes de défense qui existent et qui embarquent des composantes d'IA. Je pensais à votre tour de cou, par exemple. La plupart d'entre vous, Tetris, travaillent là-dessus, en XR, EDR. Il y a d'autres solutions. Donc, c'est des choses. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une petite évolution, certainement, de la cybersécurité avec la fusion avec l'intelligence artificielle qui va se propager à peu près dans tous les domaines.